Ok, bonjour à tous. Donc, on continue sur cette partie sur ce cours de modèle linéaire appliqué avec une petite capsule aujourd'hui juste sur un exemple. Donc, je vais prendre une base de données puis je vais essayer de mettre en œuvre les différentes techniques que j'ai évoquées dans le cours. Ok, donc on va se focaliser sur un petit exemple sur une base de données que j'avais dû donner en devoir. Si ce n'était pas l'hiver dernier, ça devait être l'automne dernier. Donc j'ai pris une base de données qu'avait dû avoir un étudiant. Donc, c'est cette base que vous pouvez télécharger d'ailleurs si vous voulez le faire vous-même. Elle est en ligne, donc il y a un fichier data qui traîne. Donc, à l'intérieur se cache une base de données qui est la modélisation d'un taux de décès. Je ne vais pas rentrer dans le détail et dans l'analyse précise de ce qu'on essaye de faire. L'idée, c'est plutôt de voir la variable d'intérêt comme étant une variable Y, les autres sont des variables X, et je me contente de construire un modèle. Donc, je ne ferai pas vraiment d'interprétation ici, euh, essentiellement parce que je n'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de vous faire une capsule assez courte pour vous montrer un peu à quel moment interviennent les différents outils qu'on a pu voir dans ce cours. Donc, première chose, donc, quand on regarde la base de données, donc on voit qu'on a un peu plus de 1200 observations, ok, et j'ai 32 variables. Alors, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est la variable un taux de décès, d'accord. Donc, de mémoire, hein, ce sont des taux de décès dans des zones géographiques. Donc, je ne sais plus si ce sont des villes ou si ce sont des comtés aux États-Unis. Mais on a le taux de décès dans cet État ou dans cette région. Et on a toutes sortes de variables. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'essentiel des variables sont quand même des variables continues. Donc, numérique, c'est aussi une variable continue. Donc, on a pas mal de variables qui sont continues. Et ça, c'est bien parce que c'est toujours plus simple à traiter des variables continues. Okay. La variable d'intérêt, bien entendu, est continue. Alors, je dis bien entendu parce que on est dans cette section sur les moindres carrés. Donc, la variable d'intérêt, c'est ma variable y, qui est une variable numérique. Okay. Donc, ici, j'ai ma variable y qui est, tout le reste, ce sont des x. Et j'ai juste deux variables avec lesquelles il faudra faire un tout petit peu attention. C'est que j'ai deux variables qui sont deux variables factorielles. Donc, il y en a une qui est un bind inc, qui correspond à du revenu moyen à du revenu, pardon, oui, je pense qu'il est moyen, peut-être médian, mais bon, disons c'est l'espèce de revenu dans le comté ou dans la région géographique, okay, qui est coupé en 10 catégories, donc on va aller du plus pauvre vers le plus riche. Okay. Et il y a le dernier qui est en fait un comté. D'accord. Donc j'ai la variable géographie qui contient 3000 niveaux. Okay. Donc j'en ai presque plus que d'observations, mais encore une fois, quand je vous avais expliqué, quand je fais mes devoirs, j'ai une base de données plus grosse et généralement je sous-échantillonne à l'intérieur pour que tout le monde ait des données différentes. Okay. Donc c'est possible que ma base de départ avait 3047 observations qui étaient les 3047 comptées et ensuite j'ai tiré des échantillons plus petits. Okay. Donc première chose, cette dernière variable, geography, on va l'oublier. On va l'oublier parce que ça n'apporte strictement rien, parce que de mémoire, je crois que chaque individu est seulement associé à un comté. Donc, il y en a beaucoup trop de facteurs dans cette variable pour pouvoir l'utiliser. En revanche, la variable bind income va nous intéresser. Okay, donc, il faudra qu'on travaille un petit peu avec. Okay, donc, la manière dont je vais procéder, c'est commencer par regarder un petit peu les données qu'on a dans la base et puis construire peut-être un petit modèle assez simple sans trop me fatiguer. Peut-être aller un peu plus loin et puis essayer de voir comment le complexifier le modèle pour avoir un modèle qui soit meilleur et si possible interprétable. Okay, donc voilà la base de données. Donc première chose, faire un petit peu de stade descriptif. Ce que j'appelle stade descriptif, moi j'aime bien les dessins. Donc généralement, j'aime bien tracer les variables. Donc je vais toujours avoir ma variable y en ordonnée. Encore une fois, c'est la variable que je cherche à expliquer. Et je vais prendre différentes variables x comme étant les variables explicatives. Voilà, donc j'ai le droit d'avoir le revenu, par exemple, le revenu dans l'État ou dans le comté. J'ai le taux d'incidence, okay, qui se trouve à gauche, et j'ai une variable à droite qui est l'âge médian. Donc à chaque fois, ce que je fais, on le voit dans le code, hein, je fais un plot. Donc je représente en abscisse une des variables, en ordonnée ma variable y d'intérêt. Okay, et je rajoute la droite de régression juste pour voir un petit peu est-ce qu'il y a quand même une espèce de tendance qui se dessine. Sous-entendu, si jamais j'ai déjà une tendance linéaire en faisant un modèle simple,
Dans ces cas-là, je devrais mettre enfin, j'aurais tout intérêt en tout cas à mettre cette variable dans mon modèle parce qu'elle explique sûrement quelque chose. Après, c'est possible qu'elle disparaisse parce qu'il y a d'autres variables qui expliquent la même chose. Mais a priori, j'ai envie de me dire que cette variable peut avoir un intérêt. Alors, l'autre intérêt aussi de faire des dessins, c'est de voir des choses. Et en particulier, si on regarde attentivement, on observe qu'on a quelque chose d'un peu bizarre. C'est que j'ai certains états dans lesquels on me dit que l'âge médian, il dépasse 400 ans. Okay, puisque manifestement, sur les variables qui sont par ici, on est sur des niveaux à peu près raisonnables, de l'ordre de 40 ou 50 ans, voire peut-être un peu moins, mais un âge médian, déjà atteindre l'âge de 400 ans, c'est pas trop crédible. Okay. Donc je suppose que l'âge est exprimé en années, et manifestement, on a des points aberrants. Donc quand on a des points aberrants, moi je ne connais pas 36 solutions, en tout cas quand les points aberrants sont juste faux, on supprime les lignes. D'accord. Donc soit vous essayez de reconstruire les données, mais encore une fois, on est juste dans une petite application du cours, donc on va se contenter de les éliminer. Dans la vraie vie, généralement, s'il y a une erreur, on essaie de la corriger. Okay. En particulier quand vous travaillez dans une compagnie et que les données qu'on vous donne sont manifestement fausses, il faut les corriger. Okay. Ici, le but est juste de construire un modèle, donc je vais supprimer ces données parce qu'elles n'ont pas de sens. Okay. Donc je vais les supprimer. Tout simplement de ma base. Donc, j'écrase ma base database. Je pense que ça aurait été mieux de stocker ma base de départ quelque part, puis ensuite éventuellement de revenir dessus à la fin. C'est vraiment ces observations-là, je pourrais rien en faire parce que si jamais je décide de mettre l'âge médian, ça va me donner par définition n'importe quoi, étant donné que les données que je lui rende, c'est n'importe quoi. Okay, donc ça, c'est le dicton garbage in, garbage out. Donc, si jamais vous donnez des données pourries dans un modèle, vous avez quelque chose de pourri en sortie. Et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire là-dessus. Donc, si jamais il y a des données qui sont manifestement fausses, je les enlève. On observe qu'on a deux variables. Alors, je les ai supprimées. On peut observer qu'on a deux informations. On a l'âge médian des hommes et l'âge médian des femmes. Okay. Alors, là, on peut juste regarder, mais on voit que les deux sont manifestement très corrélés. Okay. Quand on est dans un comté où les gens sont relativement jeunes, c'est pas juste parce qu'il y a des jeunes hommes, c'est que tout le monde globalement est jeune. Okay. Donc, c'est ce qu'on observe ici, où on est effectivement suivant la première diagonale. D'accord. Donc, je n'ai pas fait une régression ici, j'ai juste mis la première diagonale et vous voyez effectivement qu'on est jeune. On est manifestement aussi un tout petit peu plus jeune, on est en dessous de la première diagonale, donc on est un petit peu plus jeune pour les hommes. Mais ça, c'est potentiellement cohérent avec le fait que les femmes vivent globalement plus longtemps, depuis plusieurs décennies. Et donc, c'est possible qu'on ait plus de femmes âgées, donc ça décale un peu la médiane. Enfin, voilà, j'ai des interprétations un petit peu pour tout. Mais encore, j'avais dit que je ne le ferais pas, mais ça me reprend. Je regarde aussi d'autres graphiques. Donc, donc c'est des données d'assureurs. Donc, on a un pourcentage percentage of private coverage. Donc, c'est des personnes qui possèdent une assurance, je pense une assurance santé privée. Okay. Et c'est lié au taux de décès. Donc, c'est quelque chose de rassurant. On observe aussi quelque chose de décroissant. Okay. Plus les gens sont assurés, plus le taux de décès est faible. Donc, c'est quelque chose que je pourrais vaguement expliquer avec une sociologie de Barre. J'ai d'autres informations sur le pourcentage bachelor degree de plus de 25 ans. Okay, donc, on a un niveau, une variable d'éducation. Okay, plus on est éduqué, moins on décède, quelque chose comme ça. Je pourrais peut-être me poser la question de la linéarité. J'aurais peut-être l'impression que ce serait plutôt quelque chose qui serait décroissant en une espèce d'exponentielle, mais ça pourrait se tester par la suite. Il y a juste cette variable-là qui est le average household size, donc qui est la taille moyenne des ménages. C'est une variable a priori positive, la taille d'un ménage. Okay, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans une famille. Avoir une moyenne à 0, c'est généralement un peu dérangeant. Quand une variable positive a une moyenne à 0, c'est qu'elle est rigoureusement égale à 0. Donc, ça veut dire que j'ai là encore des comtés qui sont mal renseignés. Donc, je vais les supprimer. Okay, donc, je les identifie, okay, puis je les supprime de ma base de données. Donc, j'ai pas supprimé énormément de variables. Enfin, pardon, j'ai pas supprimé énormément d'individus. Okay. J'ai vraiment supprimé ceux pour lesquels je pense qu'il y a une information intéressante, mais les variables qui sont renseignées sont mal renseignées. En tout cas, il y a une erreur. Okay, donc, il vaut mieux les supprimer parce que sinon, ça vous renvoie un modèle qui ne sera pas bon. Ok, donc je tente un premier modèle. Voilà, j'ai pris quelques variables un petit peu au hasard. Donc, je fais un modèle simple dans lequel donc LM, c'est ma fonction de linear models. Je veux expliquer le taux de décès par. J'ai mis ici 4 variables. Okay. Et puis voilà, enfin, c'était juste histoire de tenter un petit quelque chose. Donc, j'ai mes 4 variables qui sont significatives. Donc, j'ai un âge médian, un taux d'incidence, un revenu,
et average and count, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. Et qu'est-ce que j'observe? Toutes sont significatives. Donc la significativité, je l'ai avec mes tests de significativité. Okay, donc ma variable, elle sert manifestement à quelque chose. Okay. Je peux regarder alors le R2, encore une fois, ne m'intéressera pas trop parce que quand je vais créer un modèle plus compliqué, le R2 sera forcément meilleur, mais je peux regarder par exemple le R2 ajusté. Donc j'ai un R2 ajusté d'à peu près un 24.4. Okay. Donc encore une fois, je ne veux pas l'interpréter, je vous l'ai dit, le R2, ce n'est pas une mesure qui se regarde comme ça peut être intéressant de la regarder comparativement à un autre. Donc quand je vais créer un autre modèle, si je veux un autre modèle plus compliqué, j'espère quand même que le R2 ajusté sera plus élevé, mais encore une fois, en tant que tel, j'ai pas, voilà, je pourrais avoir 10% et malgré tout pas pouvoir faire mieux. Voilà, je peux même avoir en utilisant toutes les variables du monde, je pourrais au mieux avoir 10% comme R2 ajusté. Ça dépend de vos données. Okay, il y a des modèles pour lesquels c'est facile de faire une prévision. Ici, on va voir, c'est un peu compliqué d'avoir un bon modèle, mais comme toujours dans la vraie vie, encore une fois, si jamais c'était possible à la fin d'un cours de faire des modèles super, ça se saurait. Donc c'est juste une première introduction au modèle linéaire, donc on va déjà essayer de faire quelque chose, et puis on va espérer être content avec ça. Donc j'ai un premier modèle, mais voilà, je vais essayer de faire mieux. En gros, je me fixe une espèce d'objectif qui est, je vais créer un petit modèle sans me fatiguer, juste en mettant des variables un peu au hasard, et ça va devenir mon benchmark. Mon benchmark est de me dire, OK, j'arrive avec 4 variables prises un peu au hasard. Enfin, j'ai pris des variables qui semblaient être relativement corrélées. J'ai pris les variables, je crois, les 4 variables les plus corrélées à ma variable explicative. Et j'arrive avec un R2 ajusté à 24.4. Donc maintenant, il faut que j'arrive à faire mieux. Voilà, c'est mon objectif maintenant. Alors, la variable géographie, elle va disparaître. Ça, je l'avais dit. J'ai trop de facteurs, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y en a une qui pourrait être intéressante, ça va être la variable de bin du revenu. Okay, donc la notion de bin, je n'ai pas eu le temps de trop le discuter. Encore une fois, il faudrait au moins 5 cours de modèle linéaire pour pouvoir faire des choses qui soient marrantes. Mais donc les bins, c'est une variable que j'appelle catégorielle, parce qu'effectivement, c'est une variable qui contient des facteurs. En fait, j'ai un peu mieux. J'ai un peu mieux parce qu'en fait, c'est pas une variable qui est juste en catégorie, c'est une variable catégorielle ordonnée, dans le sens où le revenu augmente entre la catégorie A et la catégorie B, entre la catégorie B et la catégorie C. Et on le voit parce qu'en fait, mes catégories à la base, c'était ces variables en crochet, donc ça a été créé tout simplement en utilisant la fonction cat. Okay. Donc j'ai, en gros, c'est des catégories qui sont créées à partir de quantiles, je crois. Donc on va prendre les 10%, le quantile à 10%, c'est-à-dire s'intéresser aux 10% des comtés qui ont les revenus moyens ou médians les plus faibles, puis ensuite aux 20%, donc c'est-à-dire entre 10% et 20%, puis entre 20% et 30%. Donc j'ai quand même une information, et en fait on l'observe dans le graphique qui est en bas, où on voit une certaine monotonie quelque part. Okay, donc j'ai l'impression quand même que le revenu va augmenter avec mes catégories, donc c'est pertinent. Okay, et en tout cas, j'ai une relation qui est pertinente, enfin qui est monotone avec le taux de décès. Okay, ce qui est un petit peu ce qu'on avait vu quand on avait regardé le revenu, enfin, oui, c'est ça, le revenu au niveau individuel par comté. Là, j'ai juste créé des catégories. On voit qu'on continue à capter cette décroissance, okay, qu'on va essayer d'analyser. Alors, je les ai juste réordonnés de manière à obtenir des choses croissantes. On voit que ça correspond presque à l'ordre alphabétique. Il y en a juste quelques-uns qui sont permutés un tout petit peu. Okay, donc on voit que le E et le G sont permutés. Mais grosso modo, on avait quelque chose qui était à la base ordonné. Okay, j'ai aussi fait un petit bar plot juste pour voir un peu les proportions dans chacun des niveaux. Okay, donc on voit qu'on a quand même très peu de personnes en A, ce qui se reflète, ce qu'on voit vaguement sur le... on a une classe qui est, qui je pense, relativement hétérogène, et pareil pour le I. Okay, donc les deux classes qui sont sur les bords ont un box plot qui est un peu plus important, ce qui pourrait être cohérent sur le fait que dedans, on va retrouver des communes assez disparates dans le sens où les 10% les plus pauvres, il y en a qui peuvent être très, 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 très pauvres. Et pareil pour les riches, on peut en avoir des qui sont très, 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 très riches. Okay, mais bon, c'était juste pour faire un petit quelque chose. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que je peux regrouper des modalités? Parce qu'on le voit, en particulier quand je suis au milieu, là, on voit, en gros, c'est la même chose, quoi. Quand je suis sur ces catégories EFG, on a quand même l'impression que le taux moyen de décès, il est à peu près le même. Donc, si jamais j'ai à peu près les mêmes valeurs sur mes différentes classes, bah, je peux les fusionner. Donc là, on attaque une phase qui est
qui peut être importante, qui est l'histoire de la fusion des classes. Alors pourquoi c'est important? Essentiellement parce que quand vous mettez une variable factorielle dans un modèle, il peut coûter très cher. Ici, ce modèle, il va me coûter pour au moins 9 variables, okay, dans le sens où j'ai 10 facteurs. Donc quand je mets 10 facteurs, je vous rappelle que quand on met un facteur, on a une modalité de référence qui va donc faire qu'une des modalités va sauter. Généralement, c'est la première. Okay, et donc, j'en ai 9 à côté. Et donc, mettre ou ne pas mettre la variable, tout d'un coup, ça me fait passer d'un modèle à P à P-9 variables. Okay, donc les variables factorielles, il faut faire très attention, c'est quand vous utilisez des critères de type BIC ou AIC pour faire des choix de modèles, il va toujours vous dire supprime-les. Supprime-les, bah, ça me coûte très très cher. Okay, donc ça vaut toujours la peine, en tout cas, de fusionner des classes qui sont proches, qui peuvent être fusionnées. Donc on va regarder dans des tests si jamais on a le droit de les fusionner. Mais en tout cas, j'ai souvent intérêt à fusionner ces classes parce que sinon, ça me coûte très très cher d'utiliser peut-être une vingtaine ou une trentaine de classes. Okay, surtout que, et c'est un point important, les classes que vous avez dans vos bases de données, elles ne sont jamais créées conditionnellement à la variable d'intérêt Y. Elles sont créées pour des raisons administratives. Okay, si jamais vous travaillez sur des données géographiques sur le Québec, peut-être que vous allez avoir des données par arrondissement. Okay, vous avez peut-être envie de vous dire, par arrondissement, c'est trop fin, j'ai envie de créer des gros pôles. Donc peut-être que vous voulez créer une espèce de pôle qui serait le Grand Montréal, et donc vous avez envie de les fusionner ensemble parce que finalement, vous pensez qu'ils se comportent de la même manière et qu'il y a un comportement qui est une grande ville versus les plus petites villes en région. Donc vous avez envie de créer une opposition binaire entre la grande ville et la région. Et donc, il va falloir fusionner. Donc, ça peut avoir du sens de fusionner parce que dans certains cas, ce qui se passe à l'intérieur entre deux arrondissements proches, c'est finalement tellement similaire que les deux catégories pourraient être fusionnées. Okay, donc, l'idée de fusionner des catégories, c'est important. Donc, comment on fait ça? Alors, je peux déjà faire une petite régression pour voir. Donc, je vous rappelle que quand je régresse le taux de décès sur ma variable factorielle, qui avait 10 modalités, je vous rappelle, donc qui prenait les catégories A jusqu'à. Je crois qu'on n'allait pas jusqu'à J, on s'arrêtait à I. Okay. La seule chose, c'est que je les ai ordonnées. Donc, je peux juste revenir en arrière. Je les avais ordonnées, je commençais par I. Donc, j'ai fait ici, je ne sais plus où c'est, mais j'ai dû réordonner les facteurs. Voilà, c'est ça. Ici, je réordonne les facteurs. Donc, c'est la petite phrase qui est là, où je dis la variable, le vecteur database $bin_inc, donc la variable bin_inc dans la base de données database, c'est un facteur qui est exactement le même facteur. La seule chose, c'est que je change mes niveaux en prenant les niveaux qui sont les niveaux une fois que j'avais ordonné. Alors, j'aurais peut-être dû les laisser de manière décroissante, mais bon, j'ai toujours l'habitude de les ordonner de manière croissante. Okay. Donc, on commence par la catégorie I. Donc, I va devenir ma référence. Okay, c'est ça qu'il faut retenir. Comme c'est la première, c'est la référence. Okay. Donc, elle va disparaître de ma régression et c'est ce qu'on observe ici. Okay. Donc, I n'apparaît pas. Et donc, quelque part, donc je vous rappelle que ma régression elle va faire intervenir un B0 plus un coefficient, donc qui sera mon coefficient bêta H plus bêta F, etc. Donc, il manque quand même mon indicatrice, mais donc j'ai bêta H multiplié par l'indicatrice que je suis de type H, plus bêta F indicatrice que je suis de type F, puis je continue jusqu'à bêta A indicatrice que je suis de type A. Okay, donc ça, c'est mon modèle avec une seule variable explicative. Je vous renvoie à la capsule vidéo que j'avais faite sur la régression simple sur une variable factorielle. Donc, je vous rappelle que comment ça s'interprète. Bêta 0, c'est le revenu, enfin, ça va être l'impact, pardon, ça va être l'impact de la modalité de référence sur la variable Y. Okay, donc, ce que ça veut tout simplement dire, c'est que ça va correspondre au taux de décès dans les comtés, le taux moyen de décès dans les comtés de type I, okay, puisque I est ma modalité de référence. D'accord. Donc, un bêta 0 chapeau, c'est la valeur moyenne Y bar dans la région I, pas dans les comtés qui appartiennent à la catégorie I. Comment j'interprète mes autres coefficients? Ben, c'est très simple. Et je vous renvoie à la capsule sur les modèles linéaires simples. Encore une fois, c'est les autres coefficients, donc les coefficients bêta H, bêta F, bêta A, s'interprètent comme une position relative par rapport à la modalité de référence. Okay, donc, ce que ça me dit, c'est que, OK, j'étais à 168 dans les comtés de type I. Maintenant, si jamais je me place dans les comtés de type H, qui sont juste un petit peu plus risqués, on voit qu'on rajoute 6. Donc, on n'est plus à 168, mais on est plutôt à 166, mais on est à 168. Okay, donc, ce que ça veut dire, c'est que bêta chapeau 0 plus bêta chapeau H, c'est la valeur moyenne dans
des comtés de type H. Okay. Donc le test de significativité qui est fait juste après, hein, c'est tout simplement est-ce que les comtés de type H sont vraiment différents des comtés de type I. Et là, le test me dit que non, ils ne sont pas différents. Okay. Autant pour le A, effectivement, on l'est largement, mais autant j'ai l'impression que pour H, on n'est pas significativement différent. Pour F, on semblerait être un petit peu différent quand même. Donc il y a éventuellement juste le H qui pourrait fusionner avec le I, puisqu'assez rapidement, on a une p-value qui passe en dessous de 1%. Okay. Donc ce n'est pas suffisant pour pouvoir dire que les catégories sont les mêmes. On a une fonction que j'avais évoquée dans une des capsules, quand j'avais fait ANOVA avec R, où je vous avais montré cette fonction donc, qui est du pairwise t-test, donc qui permet de faire tous les t-tests croisés. Okay. Donc on peut voir par exemple que la variable I, elle est proche de ma variable H. Il me dit aussi que je pourrais éventuellement fusionner avec F, ce qui n'était pas non plus évident par là. Mais on voit qu'assez vite, il y a quand même pas mal de catégories qui ne peuvent pas fusionner entre elles. D'accord. Donc il y a quand même des fusions qui seront possibles, mais a priori, je ne pourrais pas dire que toutes mes modalités sont identiques. Okay. Donc il y a des fusions possibles, mais pas tout collectivement. Alors, je m'étais mis au milieu. J'avais pris G comme modalité de référence. Alors je vais juste revenir de slide en arrière, mais c'était lié. Pardon, je ne sais plus où j'étais. J'étais là. Pourquoi j'ai pris G? Essentiellement parce que G est ici. Donc je regardais parmi ses voisins avec lesquels j'ai envie de les fusionner. C'était ce que je racontais tantôt en disant j'ai l'impression que FG, quand même, ils sont très proches. Okay, donc, c'est ce qu'on va regarder ici. Donc, je m'étais dit, je vais regarder en changeant la modalité de référence, en la prenant en G. Okay, donc, je vous ai juste mis un extrait de ma sortie, mais on voit qu'il me dit que je n'ai pas trop intérêt à le fusionner avec I. J'ai peut-être pas trop intérêt à le fusionner avec H. Par contre, on peut voir qu'on peut avoir intérêt à le fusionner avec E et F. Okay, donc, on voit qu'on a des p-values qui sont relativement élevées. Peut-être D. Okay, j'ai une p-value à 4%, peut-être H, j'étais à 5%, 6%. Okay. Donc je peux faire un petit test. Alors j'ai testé ici, est-ce que je peux fusionner en même temps? Donc en gros, est-ce que E et F sont nuls en même temps? Donc étaient les deux qui étaient significativement, qui semblent significativement individuellement proches de ma modalité de référence qui était G. Donc je fais mon test avec donc un test d'analyse de la variance. Okay, donc j'ai ma sortie ici. Donc on observe ici la statistique de test. Okay, et surtout la p-value. Donc on a une p-value qui est à 57%, donc il n'y a aucun souci. Je peux dire que les catégories E, F et G, je peux les mettre ensemble. D'accord. Donc j'ai déjà réussi à en regrouper 3 ensemble. Alors je peux tenter d'aller un tout petit peu plus loin et me dire, ok, est-ce que je pourrais tenter de rajouter H? Okay. Donc c'est ce que je tente dans la phase juste après, où je rajoute H. Donc est-ce que H est égal à 0 en même temps que F en même temps que E? J'ai une p-value qui est à peu près à 10%. J'ai envie de me dire que c'est acceptable. Okay, donc encore une fois, c'est juste un exercice. Hein, donc j'ai envie de tenter le modèle où je vais regrouper E, F, G et H. Okay, si même vous n'êtes pas convaincu, tentez les deux. Tentez les deux, construisez vos modèles, puis à la fin, vous essayerez de voir est-ce qu'il y en a un qui me donne un meilleur AIC, un meilleur BIC, un meilleur R2 ajusté. Donc encore une fois, l'idée, c'est juste de se lancer pour créer des modèles. Moi, j'ai envie de tenter si jamais je regroupe E, F, G ensemble. Okay. Donc j'ai réussi à en regrouper déjà 3 ensemble. Alors comment ça marche en pratique? Alors, je suis désolé, on ne le voit pas très bien sur mon slide. C'est la petite phrase qui est en bas où je fais un relevel où je lui dis la catégorie qui était la première, qui était la catégorie G, va devenir EFGH. Ensuite, on avait I. Ensuite, on avait H. Donc je dis que c'est EFGH. Donc en gros, toutes les catégories EFGH, je vais les mettre dans une catégorie ensemble qui va s'appeler EFGH. Okay, puis ensuite, je vais prendre une autre modèle de référence juste pour continuer à jouer. Je vais me dire qu'est-ce qui se passerait si jamais je commençais à C. Okay, est-ce que C, la catégorie C, est proche d'autres catégories? Donc, cette fois-ci, j'ai déjà beaucoup moins de modalités. J'ai ma constante. J'ai EFGH qui sont tous ensemble. J'ai I, j'ai A, B et D. Okay, C étant ma référence. Et ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue individuel, toutes les A, B et D ne sont pas significativement différentes de C. D'accord. Donc là encore, je peux faire un test multiple. Est-ce que les trois ensemble peuvent être nuls? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais fusionner ma catégorie A, B, C et D ensemble? Là encore, je tombe sur une p-value à peu près à 10%. J'ai envie de me dire que c'est acceptable. Et au final, je récupère 3 catégories, essentiellement. J'ai A, B, C qui se retrouvent ensemble, E, F, G, H qui se retrouvent ensemble, et j'ai I qui est tout seul à la fin. Okay, et ça ne me dérange pas que I soit tout seul à la fin, parce qu'on avait vu, on le voyait un peu sur le boxplot, quand même, il est quand même un petit peu décalé. D'accord. Donc ce que je suis juste en train de dire, c'est je peux créer 3 catégories. Cette catégorie-là,
les 4 catégories suivantes et les 4 catégories suivantes. Donc finalement, mes 9 vont passer tout simplement à 3. Donc j'ai quand même gagné pas mal de degrés de liberté. D'accord. Donc là, tout d'un coup, si je mets ma variable dans mon modèle, elle me coûtera que pour 2 variables, ce qui est quand même mieux que les 8 ou 9 de départ. D'accord. Donc c'est ça l'idée de fusionner les variables, c'est jouer avec ce petit jeu où je crée des modèles. Encore une fois, il y a des fonctions qui le font en R, mais qui utilisent des outils qui ne sont pas du tout dans ce qu'on va avoir dans le cours. Donc je me contente de faire ce qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire des tests de student et des tests de fiche. Okay. Donc là, on a commencé à avoir que notre variable pouvait être intéressante. Donc là, je vais me lancer, je vais faire un petit modèle. D'accord. Donc je vais faire un modèle en backward. Je vais partir du modèle compliqué. Donc je vais le faire donc je vais faire un stepwise en backward, ce qui veut dire que je vais partir du modèle avec toutes mes variables, sauf géographie. J'insiste là-dessus, mais il faut vraiment le supprimer, sinon on aura des soucis. Encore une fois, je peux avoir tout de suite un modèle parfait. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et on va voir ce qui se passe. Donc il commence avec ce modèle-là, puis au fur et à mesure, il le simplifie. Okay, donc je vous rappelle que le principe, c'est quoi? C'est je commence avec tout et je vais supprimer une variable à la fin. Donc retournez voir la capsule où je fais de la nova avec R. Mais en gros, j'ai ici ma référence. Donc ma référence, c'est le modèle avec toutes mes variables explicatives. Et je me demande qu'est-ce qui se passe si jamais j'en enlève une. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'enlève, donc on le voit avec le signe moins, qu'est-ce qui se passe si jamais j'enlève poverty percent? On voit qu'on améliore le modèle. On améliore le modèle en termes de AIC. Hein. Encore une fois, si jamais vous regardez la somme des carrés des résidus, tous les modèles que vous construisez, ils ont des sommes des carrés des résidus qui sont plus faibles. Okay. La seule chose, c'est que j'arrive à améliorer mon AIC, donc mon AIC sera meilleur si jamais j'enlève cette variable-là. Okay. Et donc j'enlève celle-là, ensuite je refais ma régression avec cette variable en moins, je cherche la moins significative, je l'enlève, et donc on enlève au fur et à mesure. Puis à la fin, je récupère ce modèle-là. Alors, j'aime bien parce qu'en plus, on voit apparaître quelque chose que je pourrais interpréter comme une espèce de fonction d'importance. Okay. Donc plus je suis bas, plus je suis sur des variables importantes. Parce que si jamais je l'enlève, on voit que le modèle se détériore largement. D'accord. Donc la variable incidence rate, on voit qu'elle est très fortement significative. Mais de manière surprenante, on a aussi le pourcentage de couples mariés. Okay. Donc peut-être qu'il cache une autre information. Hein. Encore une fois, je ne suis pas du tout sociologue. J'essaie juste de construire un modèle qui ne soit pas trop mauvais. Okay. Donc on a nos variables. Alors on voit que notre variable factorielle elle a disparu. Okay. J'ai que des variables continues dans mon modèle. C'est pas grave. Encore une fois, voilà. C'est sûrement que c'était une variable qui finalement capturait un effet qui est capturé par d'autres variables maintenant, donc on n'a pas besoin. Okay. Donc je crée ce second modèle qui est mon modèle complexe, qui est le modèle qui est finalement la sortie de mon stepwise, qui est ce modèle-là. Alors, on peut regarder la sortie, on peut s'apercevoir qu'il y a des variables qui ne semblent pas importantes, enfin, pas significatives. Okay. Donc par exemple, le nombre moyen de décès n'est pas significatif, ainsi que le pourcentage de personnes qui ont une assurance publique okay, ne semble pas significatif. Donc, je pourrais essayer de la retirer et voir si effectivement mon modèle est moins bon. En fait, il s'avère que si vous les retirez, votre AIC augmente un petit peu. Donc, ce n'est pas significatif, mais de notre côté, il semblerait quand même que ça apporte une certaine information. Donc, pour le moment, je vais peut-être le laisser. Okay. Encore une fois, il faudrait le discuter, il faudra aller plus loin. Enfin, je vous fais juste en 15 minutes l'ébauche de ce qui est attendu dans un devoir, hein, c'est-à-dire construire un modèle, puis essayer de le perfectionner, puis le questionner. D'accord. Donc, je pourrais passer, encore une fois, construire un modèle, ça prend du temps, donc je pourrais vraiment passer beaucoup plus de temps dessus. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens R2 ajusté, qui est passé cette fois à 36.5. Donc, on a quand même pas mal augmenté, 0.36. Okay, donc, on voit qu'on a quand même pas mal augmenté depuis les 24 qu'on avait eu, je crois, tantôt. Okay, donc, on a réussi à créer un modèle qui, effectivement, m'explique quand même nettement mieux le taux de décès. D'accord. Donc après, normalement, on a une phase qui est importante, qui est la phase de diagnostic. Donc il faut quand même que je m'assure que mon modèle n'est pas complètement stupide, dans le sens où il n'y a pas de choses complètement aberrantes qui ressortent. Donc il y a des fonctions qui servent sous R, qui sont les fonctions de diagnostic, hein, qui sont les fonctions que j'obtiens quand je fais mon plot de ma régression. Okay. Alors, même plus spécifiquement, il y a l'option which qui permet de choisir parmi les 6 graphiques qui peuvent être créés. Donc je vous ai remis les 6 graphiques. Hein. Le premier, c'est tout simplement le graphique des prévisions versus les résidus. Donc, ce qu'on veut, ce graphique me permet de voir, par exemple, si jamais je n'ai pas d'effet non linéaire. Okay. Donc, est-ce que je n'ai pas des résidus qui seraient tous positifs au début ou à la fin? Donc, j'ai quand même l'impression ici que ce n'est pas trop mauvais.
d'accord? On peut juste repérer qu'il y a quelques points, l'observation 502, 557 et 600, elles sont manifestement avec des résidus assez élevés. Okay, donc ça, c'est le premier graphe qui va apparaître, mais je suis plutôt satisfait. En tout cas, je n'ai pas de choses complètement non linéaires, flagrantes qui ressortent. Ensuite, j'ai mon graphe de QQplot. Donc le QQplot me permet de tester la normalité. La normalité, elle n'est pas fondamentale. Elle n'est pas fondamentale. Je vous rappelle que c'est mon hypothèse, un H de Gauss qui traînait dans mes slides. Cette hypothèse, elle ne sert pas forcément à grand-chose parce que ici, j'ai quand même, de mémoire, j'ai plus de 1200 observations, je crois. Okay, donc j'ai quand même suffisamment de monde pour dire qu'en fait, j'ai mon hypothèse du théorème central limite qui me permet de dire qu'en fait, tous les tests, ils ont quand même un sens parce qu'en fait, asymptotique, j'ai suffisamment de données pour avoir des approximations gaussiennes de tous mes tests. Donc en fait, mes tests étaient quand même interprétables, même si jamais je ne suis pas gaussien. Donc je ne suis pas gaussien, mais j'ai quand même, là aussi, j'ai toujours mes petites observations, l'observation en 600, 557 et 502 qui ressortent. Donc à un moment, il faudra quand même regarder ce que c'est que ces données et voir si jamais il n'y a pas quelque chose de vraiment bizarre, quoi. Si jamais c'est vraiment des données qui sont juste très différentes, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est possible d'avoir c'est aussi normal d'avoir des observations qui ressortent, encore une fois. C'est des vraies données. Okay, je n'ai pas simulé ces données, je les ai vraiment obtenues. Donc c'est possible que j'ai des observations un petit peu aberrantes, mais je n'aime pas trop ce terme aberrant. Mais voilà, il faudra quand même les regarder individuellement à la fin. Et dans un dernier temps, j'ai ce graphique qui me donne les fitted values. Et cette fois-ci, on n'est pas exactement sur les résidus, on est sur la racine carrée de la valeur absolue des résidus. Pas des résidus standardisés. Okay, alors, si on regarde attentivement, on a cette courbe rouge qui semble vaguement quand même indiquer une espèce de petite non-linéarité, mais elle est vraiment très très faible. Donc, ce qu'elle veut dire, c'est que sur les endroits où je prédis des très faibles taux de décès, manifestement, je me trompe dans le sens où mes résidus sont plutôt un peu au-dessus j'ai peut-être plus de variabilité, en tout cas, dans cette catégorie-là. Okay, ce racine carré ne donne pas la valeur moyenne de mes résidus, mais juste quelque part leur dispersion. Okay, donc j'ai l'impression que j'ai plus de dispersion quand je suis sur les bords que quand je suis au centre. Mais bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement anormal. En tout cas, c'est assez classique d'observer ce genre de choses. Donc, je ne vais pas trop m'en préoccuper. Et ensuite, j'ai les derniers diagnostics qui sont plus sur les détections des points influents, des points leviers, ce genre de choses. Donc, c'est basé essentiellement sur la distance de Cook et sur les concepts de leverage qu'on avait un peu vu. Donc, la distance de Cook, je vous rappelle, elle est définie comme à partir de mon résidu estimé que je vais diviser par P fois le MSE. Puis après, je vais avoir ce ratio entre le HII, qui est la valeur que vous avez dans votre matrice de projection sur la diagonale, divisé par 1 moins HII au carré. Okay, donc, on avait déjà évoqué, encore une fois, je vous renvoie sur la capsule où je vous parlais des problèmes de diagnostic et de détection de points aberrants, mais c'est quelque chose d'important pour essayer de comprendre quelles sont les variables qui vont jouer un rôle important. Encore une fois, je vous avais fait le graphique avec la base dense-ronde, et on voyait que les observations très influentes qui vont en fait fausser votre modèle, on les voit avec ça. Et en particulier, donc je vous disais, quand la distance de Cook elle dépasse peut-être 5%, il faut s'en préoccuper. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ce n'est pas le cas, parce que quand vous regardez la distance de Cook, il y a quelques observations qui sont peut-être un petit peu élevées. On retrouve notre 502, on trouve notre 600. On a une autre observation qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, qui est la 1129. Okay. Donc peut-être qu'il va falloir effectivement regarder, mais encore une fois, je ne suis pas sur des niveaux complètement délirants, puisqu'au maximum, j'arrive à 5%. Donc il semblerait que la 502, elle est pas forcément. Enfin voilà, il faut vérifier si elle n'est pas aberrante, mais encore une fois, elle n'était pas ressortie sur les autres graphes. Donc a priori, j'ai peut-être quand même envie de la garder. Ensuite, j'ai un graphe où je fais le leverage versus les résidus standardisés. Donc généralement, ce qu'on demande, c'est que les points soient entre ces courbes-là. Donc ici, c'est le cas, donc j'ai envie de m'en satisfaire. Et ici, j'ai la notion de leverage versus la distance de Cook. On voit qu'on a un point un petit peu aberrant à droite. Je n'ai pas été regarder sa valeur, mais voilà, il est un peu particulier. En tout cas, il semblerait nous fausser cette espèce de tendance qu'on essaie d'estimer. On voit apparaître des points un peu bizarres dans cette région-là, donc qui semblent sortir de la région de confort. Donc peut-être qu'il faudrait les regarder. Donc c'est normalement ce que je fais dans la phase d'après, où je vais essentiellement identifier les points pour lesquels j'ai une distance de Cook qui dépasse 3%. Donc c'est pas non plus complètement incroyable comme niveau, c'est juste que c'est les points les plus
les plus particuliers, j'ai l'impression, dans ma régression. Et pour pouvoir regarder ce qu'il me donne, donc c'est les points qui sont dans cette petite base ici. Okay, donc j'ai les points et les valeurs qu'on a obtenues dans la base. Donc ici, sur les variables de la base, alors, celles qui me servent dans mon modèle, parce que si ça ne sert à rien dans mon modèle, ça ne sert à rien de les avoir. Même si potentiellement, ça permettrait de les identifier, de comprendre ce qui se passe. Et ici, juste pour comparer, je renvoie au quantile à 10% et les quantiles à 90% de ma variable. Donc par exemple, on voit que le taux de décès, il est en moyenne dans toute ma base à 176, okay, mais que le quantile à 10%, il est à 148 et le quantile à 90%, il est à 205. Okay. Donc ça me permet de voir si jamais j'ai des points un peu particuliers dans mes variables explicatives. Et on voit effectivement, par exemple, le 502 qui ressortait, on est quand même avec un taux de décès qui est presque le double de la valeur moyenne. Okay. J'exagère un tout petit peu, mais on en est quand même pas. Enfin, on est quand même très élevé en tout cas. Okay. Et manifestement, c'est presque le cas pour tous, hein, enfin pour les deux derniers en tout cas. On est sur des niveaux de mortalité qui sont relativement forts. Et après, on peut s'amuser à essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'on ressort. Donc effectivement, on voit que par exemple, le dernier comté, il ressort sur pas mal de variables. Okay. Donc on est très largement au-dessus du nombre de personnes qui sont mariées dans le comté. Si jamais je regarde le pourcentage de public coverage, on est au contraire très faible. Okay. Donc voilà, il y a pas mal d'informations qu'on peut extraire de cette base-là. Voilà, on est sur des personnes qui sont relativement jeunes, okay, qui sont jeunes mais qui sont en même temps très mariées. Enfin, voilà. On a vraisemblablement des comtés un peu particuliers. Donc je ne vois pas non plus des choses complètement aberrantes. Okay, je n'ai pas une valeur qui serait 1000 fois les autres, donc pour lesquelles il y aurait vraiment une faute dans ma base et il faudrait vraiment que je l'exclue. On est juste sur des observations qui sont un peu atypiques et de manière pas trop surprenante, quand on a mis l'observation, quand je regarde les 5 observations un peu atypiques, j'ai du mal à les prévoir. Voilà. Donc on peut se dire que c'est un prix à payer et que c'est peut-être pas un prix qui est très très cher. Donc je ne vais pas essayer de les supprimer. Encore une fois, l'idée c'est je supprime les valeurs qui sont clairement complètement stupides. Donc c'était ce que j'avais fait au début. Les valeurs qui sont un petit peu étranges, faut les regarder attentivement, mais il faut surtout pas les supprimer. Le principe, c'est que des valeurs aberrantes, on aura tout le temps. En grande dimension, il y a un dicton qui dit que tout le monde est une valeur aberrante. Et en fait, c'est la vérité. C'est qu'il n'y a personne qui correspond à la moyenne que j'observais. Vous observerez aucun comté qui corresponde à ces valeurs-là. Okay, il y a toujours une petite différence par rapport aux autres. Il faut l'accepter. D'accord ? Il faut juste vérifier que ça ne va pas me fausser complètement mon modèle. Et juste pour finir, j'ai été voir un peu si on pouvait faire un peu mieux. Donc, j'ai utilisé le package Lips que j'avais aussi présenté quand on faisait la sélection de modèles. Et en particulier, j'ai fait la fonction best subset basée sur toutes mes variables, encore une fois sans géographie, pour essayer de voir un peu ce que je devais retenir comme variable. Et on voit, alors première chose importante, c'est que quelle que soit la stratégie que j'adopte, quels que soient les modèles que je teste, je ne dépasse jamais 37% sur mon R2 ajusté. Donc finalement, le 36% que j'avais obtenu, il n'est pas forcément si mauvais que ça. Mais surtout, là, je vois les variables importantes qui ressortent. Donc, le taux d'incidence est clairement important. Private coverage était important. On peut avoir un petit doute sur ce qui se passe par ici, dans le sens où ma variable, par exemple, le pourcentage, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, de personnes qui ont plus de 25 ans peut-être, était important au début, mais si je veux faire un très bon modèle, j'ai intérêt à basculer sur d'autres modèles, d'autres variables qui étaient des variables qui sont autour. Donc voilà, donc j'ai ici d'autres pistes. Donc l'idée, ce serait peut-être de creuser différents modèles, donc peut-être prendre le modèle ici, qui finalement ne sera pas si compliqué que ça, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Okay. Un modèle avec 8 variables, quand j'étais parti de 32, moi ça me paraît acceptable. D'accord. Donc c'est le modèle qui vous donnera le meilleur R2 ajusté. Ce n'est pas forcément le meilleur avec le meilleur BIC, le meilleur AIC. Mais voilà. Pour le moment, on s'arrête là dans ce cours, dans le sens où si jamais on voulait faire les choses proprement, et c'est ce qui vous est demandé pour le premier devoir, hein, vous devez créer un modèle, puis vous devez me prédire le taux d'incidence sur 100 ou 200 personnes que je vous ai tirées au hasard. Normalement, c'est comme ça qu'on fait, pour voir si jamais le modèle généralise bien. Okay. Donc, on va voir sur des nouvelles données que vous n'avez pas ce que ça donne. Il s'avère que pour l'exercice du devoir, c'est moi qui ai les données. Donc, je vous donne les données, mais vous n'avez pas le taux d'incidence, et c'est moi qui vais voir si votre modèle se comporte bien sur une autre base que celle que vous avez utilisée pour construire votre modèle. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, en faisant quelque chose qui ressemble à ça dans le devoir, vous avez utilisé à peu près tous les outils que je vous ai proposés dans le cours. L'idée, c'est vraiment qu'on a cette boîte à outils d'outils, et il faut juste aller piocher les bons. Je n'ai pas évoqué les problèmes de non-linéarité.
Ici, ils n'étaient pas flagrants, mais j'aurais pu tester éventuellement. Il y avait une variable où on voyait qu'on avait une espèce d'impression qu'une décroissance exponentielle serait pas mal, donc je pourrais le tester et voir si jamais ça me donne une meilleure prévision ou disons des meilleurs modèles que si jamais je laisse ma variable telle quelle. OK? Je m'arrête là. L'idée, c'était juste de faire avec vous un petit exemple. J'allais dire de A à Z, mais j'ai sûrement sauté plein de lettres entre-temps parce que j'ai fait des choix. L'idée, c'est quand même de balayer tous les modèles possibles et de me proposer quelque chose qui vous semble acceptable. OK? Et voilà un peu l'idée de ce que c'est que de faire un modèle avec des vraies données. OK? Je m'arrête là et puis on se retrouve bientôt pour d'autres capsules.